Alors, bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui en personne ici dans la salle et par web diffusion. Alors, pour le Midi de la Maison sur le thème de l'archéologie. Je me présente, moi c'est Emmanuelle Lamarre-Clich. Je suis en charge du projet en charge du projet de la nouvelle maison Radio-Canada à Montréal pour les services français. Comme vous avez pu le constater, depuis environ 1 an, on a commencé à procéder à des fouilles archéologiques dans le stationnement Papineau. On a commencé à faire ce travail-là avec nos experts conseils d'Ethnoscope. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas inhabituel de procéder à des fouilles archéologiques comme ça. En fait, ça serait plutôt la norme, selon ce qu'on me dit, dans le cadre de grands projets comme le projet de construction de la nouvelle maison. Donc, on fait ça dans les normes. Comme on arrive à la fin des fouilles, on trouvait intéressant de vous informer un peu, en fait, de vous entretenir sur les travaux qui ont été réalisés dans le stationnement et également de vous faire part des trouvailles que nos archéologues ont faites dans les 11 tranchées qui ont été creusées à ce jour. Vous allez pouvoir découvrir que le site de la Maison Radio-Canada en fait une longue histoire, beaucoup plus longue, en fait, que l'histoire qu'on connaît, en fait, l'histoire antérieure qu'on connaît plus là, du Faubourg Amelas. En fait, ce que je comprends de la part des archéologues, c'est que c'est une histoire qui remonte même à la préhistoire. Et pour ceux qui, comme moi, pensent que la préhistoire, c'est le temps des hommes des cavernes, c'est pas vraiment le cas. Ce qu'on me dit, c'est que la préhistoire, ce serait plutôt le moment où les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, et c'est à ce moment-là que commence la préhistoire pour le Canada, pour le Québec, pour l'Amérique du Nord. Donc, pour nous en parler aujourd'hui, on a 2 archéologues d'Ethnoscope. D'une part, on a Martin Royer, qui est archéologue et coordonnateur chez Ethnoscope depuis 2000. Lui, il a une expertise plus particulière en archéologie industrielle et militaire. Il a réalisé une 50aine d'études de potentiel archéologique, dont celle pour le Faubourg Sainte-Marie et le secteur de Radio-Canada. Avec lui, pour l'accompagner, il y a Mathieu Sévigny, qui, lui, est archéologue et chargé de projet, toujours chez Ethnoscope. Mathieu est à l'emploi d'Ethnoscope depuis 2004. C'est lui qui a vraiment, si on veut, piloté, qui a pris en charge les fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur le site. Et il a aussi dirigé par le passé la fouille des sites préhistoriques et historiques à Longue-Rive, à Boucherville, et aussi sur le site de l'ancien cimetière Saint-Antoine au centre-ville de Montréal. Donc, Mathieu va commencer par nous entretenir de la préhistoire de la région de Montréal, si on veut. Par la suite, Martin va poursuivre avec l'histoire du site et de ses environs. Puis, Mathieu va terminer en nous expliquant davantage les travaux qui ont été faits sur le site de Radio-Canada et aussi les trouvailles qu'il a faites. Vous pouvez voir certains artefacts qui sont en avant. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mathieu. Ah, Martin, le premier, excusez-moi. Oui, bonjour. Donc, la présentation va suivre un peu ce qu'on fait en archéologie au niveau de comment on aborde un site archéologique. Je vais traiter, après avoir traité du contexte d'intervention, il va être question du cadre préhistorique par Mathieu. Ensuite, le cadre historique, c'est-à-dire l'histoire des lieux. On va aborder très brièvement les études et interventions archéologiques antérieures et ensuite la stratégie d'intervention et pour finir avec les résultats des interventions jusqu'à maintenant. L'aire d'étude, ce que vous voyez encerclé en vert, ça correspond au stationnement, la partie asphaltée. Comme on sait, bordé au nord par le boulevard René-Lévesque, à l'est par l'avenue Papineau, au sud par l'avenue Vigée et à l'ouest par la tour de Radio-Canada. Dans le cadre de la construction de la nouvelle maison de Radio-Canada, les profondeurs d'excavation vont varier. Dans les 2 tiers nord, ça va atteindre 7 mètres parce qu'on va construire un stationnement souterrain. Tandis que dans la partie sud, il y aura seulement une dalle sur sol. Ce qui est nécessaire à cet endroit-là, c'est de construire c'est d'excaver afin de décontaminer le site avec des excavations variant de 60 cm à 2,50 m.
Mathieu. Bonjour. Qu'est-ce que la préhistoire? Emmanuel l'a un peu résumé. C'est donc la période des premières occupations humaines jusqu'à le moment où le contact européen se fait, donc l'arrivée des documents écrits. Pour nous, ça serait donc 1534. D'entrée de jeu, il n'y a aucun site préhistorique qui est connu dans l'aire d'étude, dans le stationnement de Radio-Canada, ni même dans sa périphérie. Alors, pourquoi on s'intéresse au potentiel préhistorique? Bien, c'est en raison si on veut, des caractéristiques intéressantes qu'il y avait ici en période ancienne. Donc, les formes et le relief du paysage. Il y a de nombreux sites archéologiques dans un rayon un peu plus grand qui sont situés à proximité. Et puis, il y avait la présence d'une rivière qui traversait l'aire d'étude. Mais malheureusement, le potentiel archéologique est passablement faible en raison des nombreuses perturbations qu'il y a eu au cours des années. Martin va être à même de le démontrer un peu plus loin. Alors, puisqu'il faut s'y intéresser, puis puisqu'on est là pour quand même, lorsque les sols naturels sont trouvés, d'aller voir ce qu'ils ont dedans, il faut quand même s'interroger sur différents aspects, que sont la géochronologie, ce qui peut être résumé sur, si on veut, à partir de quel moment l'aire d'étude est habitable. Ensuite, il y a la géomorphologie, quelles sont les surfaces qui sont intéressantes pour ces gens, et les périodes culturelles, qui sont ces gens qui ont pu habiter en fonction des dates qu'on connaît. Donc, pour ce qui est de la géochronologie, avant 13 500 avant aujourd'hui, on est en dessous d'une calotte glaciaire. La croûte terrestre est enfoncée, si bien qu'il n'y a pas d'occupation possible. De 13 500 à 10 000, la croûte terrestre s'est enfoncée, le glacier se retire, les eaux salées de l'Atlantique s'engouffrent dans la vallée du Saint-Laurent. Ici, on a le Mont-Royal qui forme une petite île rocheuse. Les niveaux d'eau varient de 230 à 64 mètres. C'est encore impossible qu'il y ait eu des occupations. Dans notre aire d'étude, les sols naturels se trouvent à 16 à 17 mètres par rapport au niveau de la mer. Encore de 10 000 à 8 000 ans, il y a une lente dessalure qui s'effectue. On est dans un environnement d'un grand lac. C'est des eaux douces, mais encore une fois, on est dans l'eau. C'est à ce moment-là que la terrasse où passe la rue Sherbrooke se met en place. Enfin, de 8 000 à 6 000 ans avant aujourd'hui, on est dans le contexte de Proto-Saint-Laurent. C'est un fleuve beaucoup plus important, beaucoup plus gros débit. Il y a des altitudes du plan d'eau qui varient de 18 à 15 mètres. Il y a une oscillation aussi qui permet de croire qu'à certains moments, durant cette période-là, l'aire d'étude pourrait être habitable, du moins émergerait de l'eau. Et de 6 000 ans avant aujourd'hui, c'est les conditions actuelles qui se mettent en place. On part donc de 18 mètres et ça descend graduellement. Et donc, on peut dire qu'à partir de 6 000 ans avant aujourd'hui, il y aurait pu y avoir des occupations préhistoriques dans notre étude. Donc, en archéologie québécoise, on définit les périodes culturelles, si on veut, selon les années. Pour ce qui est de la paléo-indienne, c'est impossible qu'il y en ait dans notre aire d'étude. C'est surtout en Gaspésie, en Estrie, qu'on retrouve ces occupations-là. La seule période où les seules périodes qui nous concernent seraient celles de l'archaïque et du selvicole. Donc, nous, si on dit qu'à partir de 6 000 ans avant aujourd'hui, ça serait possible que l'aire d'étude ait été occupée, bien, c'est ça. Voici une carte qui montre les sites, c'est un peu flou, les sites archéologiques préhistoriques qui sont connus sur l'île de Montréal et les environs. Notre aire d'étude est ici. Alors, pour ce qui est des sites les plus près de notre aire d'étude, ça se trouve sur l'île Sainte-Hélène. Il y a 2 occupations du sylvicole, soit la toute fin de la préhistoire, qui ont été documentées. Une près du restaurant Hélène de Champlain et l'autre dans sa portion sud d'origine. Sinon, il faut regarder vers le Vieux-Montréal, où il y a une quinzaine de sites de connus, dont un qui est daté de 4000 ans avant aujourd'hui, ce qui date donc de l'archaïque, de la période de l'Amoka. Donc, pour la géomorphologie, on peut regarder le croquis géomorphologique de l'île. On voit que notre aire d'étude est à cheval sur
sur la rivière Saint-Martin, qui prend sa source au sommet du Mont-Royal, puis qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent aux environs de Pointe-à-Calière, dans le Vieux-Montréal. C'est donc, cette rivière-là semble être une voie de tout premier plan là, pour aller s'approprier les ressources à l'intérieur de l'île. Donc, c'est quand même pour cette raison que notre aire d'étude est très intéressante. On a des plans anciens qui montrent non seulement les bâtiments et les routes, mais aussi certaines caractéristiques du paysage ancien, comme celui-là de 1801, fait par Charland, monte la rivière qui passe dans un axe, si on veut, diagonal. Le plan de Bouchette 1815 est très intéressant parce qu'il montre des formes. Cet auteur-là s'attardait à illustrer des petits talus. On voit donc qu'il y a des petites terrasses fluviales au nord-ouest et au sud-est, qui seraient des endroits quand même très intéressants pour une occupation humaine ancienne. Enfin, le plan d'Adams de 1825 montre un tracé un peu plus sinueux, peut-être plus méandreux, d'une rivière qui parfois peut être asséchée à l'été, mais dont le lit pourrait avoir changé de temps en temps. Donc, le cadre historique, je pense que le micro, il tombe. OK, ça va. Le cadre historique. Donc, le Faubourg Sainte-Marie, c'est un territoire qui s'étend à l'est du Faubourg-Québec. Le Faubourg-Québec lui-même s'étendant immédiatement à l'est des fortifications. Le Faubourg Sainte-Marie, nous, notre aire d'étude se situe à l'extrémité est de ce faubourg-là. Ici, il s'étend sur à peu près 2-3 fois la largeur qu'on peut avoir ici. Il comprenait au 18e siècle, il était traversé par la rivière Saint-Martin. C'est essentiellement des terres agricoles avec quelques jardins, quelques vergers et 2 moulins à scie. L'aire d'étude, toujours illustrée en vert. En 1801, on trouve dans l'aire d'étude uniquement quelques bâtiments épars, des champs et la rivière Saint-Martin. La maison Hubert d'Ilacroix, c'est on ne l'invente pas. C'est une maison qui a été construite vers 1690 pour le marchand Ignace Hubert d'Ilacroix, construite en pierre et qui était dotée d'une grange étable. Cette maison-là, on voit en 1963, juste avant sa démolition. En fait, pas démolition, elle a été déménagée. Elle a été déménagée à Chambly dans le but de faire un peu un village historique d'antan qui ne s'est jamais réalisé, mais la maison a quand même été déménagée. On voit à l'arrière l'église Sainte-Brigide. Plus au sud, dans la partie sud-est de l'aire d'étude, on a la maison en pierre du médecin Charles Lake, avec à l'ouest de cette maison-là la terre du député Pierre-Louis Panet, député qui avait sa maison plus au sud, le long de la rue Sainte-Marie, qui correspond aujourd'hui à la rue Notre-Dame. La même maison en 1825, avec tout près de la rivière Saint-Martin, une petite dépendance. À l'extrémité est de l'aire d'étude, il y avait la maison en pierre et l'étable du boucher Pierre Monarque. En 1815, on voit, comme Mathieu le mentionnait, il y a les talus, la vallée de la rivière Saint-Martin, avec en haut, dans la partie nord du terrain, la ferme Lacroix, et dans la partie sud, l'établissement de Monarque, ainsi que celui de Charles Lake. En 1825, on constate à ce moment-là qu'il y a eu les terrains dans la partie sud de l'aire d'étude ont été lotis, c'est-à-dire au sud de la rivière Saint-Martin. La ferme Lacroix est toujours là au nord. Et à l'est de l'aire d'étude, on voit le chemin Papineau et la place Papineau. C'est ouvert en 1810 grâce à un don du notaire Joseph Papineau, le père du député Louis-Joseph Papineau. En 1846, on a une fonderie dans la partie sud-ouest du terrain, la fonderie Marcotte, qui est fondée l'année précédente, soit en 1845. On a aussi, on constate qu'il y a des rues qui ont été ouvertes, la rue de la Gauchetière, qui est la rue est-ouest, qui est marquée Street. On a aussi les 2 rues, Sydenham et Seaton. Il y a des bâtiments qui ont une curieuse orientation qui devrait suivre celle de la rivière Saint-Martin. La rivière Saint-Martin, on constate ici qu'elle est absente, c'est qu'elle a été canalisée. Vers 1830, elle a été canalisée à partir d'une rue qui se trouve en amont de notre aire d'étude. Bon.
En 1852, il y a un incendie qui survient, qui prend naissance dans une étable à la hauteur du Champ de Mars, c'est-à-dire dans le coin de l'hôtel de ville actuel. Cet incendie-là dure 2 jours et parvient jusqu'au faubourg Sainte-Marie, détruisant entre autres toute l'aire d'études au sud de la rue de la Gauchetière, ainsi que le marché Papineau, une halle en bois ouverte en 1844, et le complexe Molson. Le complexe Molson composé à ce moment-là de la brasserie fondée en 1786, d'une distillerie et d'une fonderie. Une vue de l'art d'études en 1879, avec un plan qui nous montre en rouge les bâtiments en briques et en bois les bâtiments en bois, et en jaune les bâtiments en bois. Là, on constate dans la partie nord-ouest de l'aire d'études, on a un sawmill, un moulin à scie avec une fonderie. Au nord-est, une fabrique de savon. Au sud-ouest, une autre fonderie. Et dans le coin sud-est, le City Passenger Railway, une entreprise de tramway. La fonderie, donc le moulin à scie, Monroe, et lui, c'est Daniel Monroe, un ingénieur, qui achète le lot 251 dans les années 1860. Il ouvre à ce moment-là son moulin à scie. La fonderie est un peu plus tardive, date d'environ 1875. Ce lot-là, la propriété Monroe, a été acheté par Charles Gart en 1881 avec toutes les installations. On apprend à ce moment-là que le moulin à scie, qui comprend aussi un atelier de rabotage, fonctionne à la vapeur. Le Soapworks, plus à l'est, c'est en fait une fabrique de savon et de chandelles qui appartient à Villeneuve. Ça comprend un atelier, un bureau, ainsi qu'un magasin. Une annonce de 1882 de la Dominion Metal Works qui se trouvait, dont les salles de monde et d'exposition se trouvaient au niveau de la rue Craig, qui est aujourd'hui l'avenue Vigée, mais qui, à partir de 1881, donc, avait sa fonderie, ses ateliers à la hauteur dans la partie nord-ouest de l'aire d'études, au coin de ce qui était à l'époque la rue Maisonneuve et la rue de la Gauchetière. Cette usine-là fabriquait principalement des chaudières à vapeur, des appareils des articles de quincaillerie et de plomberie, et des appareils de chauffage. Une vue de cette fonderie-là, de Dominion Metal Works, vers le nord-est, c'est-à-dire à peu près vers l'église Sainte-Brigide aujourd'hui. Une vue dans le sens opposé, qui serait donc vers Radio-Canada, à partir un peu de Sainte-Brigide. Ici, il est question de Richard Tuck. Richard Tuck, c'est l'associé de Villeneuve. Il est question dans cette image-là de moule pour faire les chandelles. On suppose que l'image représente un peu une partie de la fabrique de savon et de chandelles. Un exemple ici d'une fabrique de savon et d'huile contemporaine à Montréal. Là, on est plus dans le quartier Griffintown, sûrement plus grosse que celle qui est dans notre aire d'études, mais quand même un peu comparable au niveau du fonctionnement. Cette savonnerie-là était éclairée au gaz, chauffée au charbon et actionnée à la vapeur, avec comprenait des cuves pour pouvoir faire bouillir le savon. Ici, un modèle d'une fabrique de savon des années 1880, probablement allemande ou américaine, avec une chaudière à vapeur, une machine à vapeur et différentes cuves et bassins pour contenir le savon. Le savon, c'est fabriqué à partir d'un corps gras comme de l'huile ou de la glycérine et d'un hydroxyde de sodium, de la soude, si on veut faire un pain de savon, un savon dur, ou de l'hydroxyde de potassium, de potasse, si on veut faire un savon liquide. Donc, les différentes cuves et bassins sont adaptés à cette production. Dans la partie sud, toujours en 1879, dans la partie sud du terrain, la fonderie est celle de la gauche et celle de Toussaint-Crevier. C'est l'ancienne fonderie Marcotte que Toussaint-Crevier a achetée en 1875. Lui, il va fabriquer son magasin, sa salle de montre et sa fonderie sont à cet endroit-là. Lui, il fabrique des poêles, des réfrigérateurs, des fournaises à air chaud, ainsi que de la tôle à toiture. Plus à l'est, la City Passenger Railway comprend des écuries. Tout ce qui est AX, c'est des écuries en pierre, en bois principalement, ou aussi en briques, ainsi qu'un bureau administratif. La fonderie de Toussaint-Crevier, la fonderie Sainte-Marie,
une annonce là, qui nous dit justement, là, qui nous donne un aperçu de sa production au cours des années 1870. La compagnie de tramway, c'est des tramways hippomobiles, dont on voit un exemple là, ici devant ce qui est probablement l'église Notre-Dame. En 1890, on s'aperçoit que les noms de rues ont été francisés. À la demande des citoyens, on a maintenant des rues comme Maisonneuve et Champlain. Toute la bande est de l'aire d'études appartient aux héritiers Molson à ce moment-là, et c'était aussi le cas précédemment. On voit l'ancienne savonnerie existe encore, mais est fermée. Il y a Dominion Metal Works qui est dans la partie nord-ouest, elle existe, est toujours là avec ses bâtiments en maçonnerie, en briques, ainsi que la fonderie Sainte-Marie dans la partie sud-ouest de l'aire d'études. On fait un saut dans le temps, 1926, là, il y a l'hospice Sainte-Brigide qui se retrouve, en fait, l'eau 251, en 1925, a été vendu par la succession Garth aux petites sœurs franciscaines de Sainte-Marie qui construisent donc l'hospice Sainte-Brigide et viennent résider dans une résidence, un bâtiment qui était déjà présent à l'époque de Garth. L'hospice Sainte-Brigide, sert principalement à accueillir les personnes âgées, mais aussi les malades, les sans-abri, les orphelins. Dans la partie nord, l'aile nord contient une chapelle, tandis que l'aile sud comprend une cuisine. À l'opposé, à l'est, point nord-est de l'aire d'études, c'est des habitations. L'ancienne chandelier a été démolie, des habitations en briques à cet endroit-là. Au sud-est, la cour à charbon de la Canyon Rubber, qui occupe l'ancien emplacement de la City Passenger Railway. La Canyon Rubber, c'est une entreprise qui se situe un peu à l'est de Molson et qui, à cette époque-là, engage jusqu'à 900 employés qui sont affairés à fabriquer des boîtes, des chaussures, des vêtements, des boyaux et des courroies en caoutchouc. Là, dans le coin sud-ouest de l'aire d'études, il y a une fabrique de chandelles qui remplace l'ancienne fonderie. Au milieu du 20e siècle, on constate que l'aire d'études est principalement occupée par des maisons ou logements, avec quelques industries, un ou deux commerces, et au nord-ouest, l'hospice Sainte-Brigide, et au sud-est, une station-service qui est un prélude à ce qui va suivre par la suite à cause de la présence de l'avenue Papineau et du pont Jacques-Cartier. Donc, sur un plan d'assurance de 1954, on voit l'importance qu'a le transport, justement, parce que l'avenue Papineau constitue un accès important au pont Jacques-Cartier. Donc, on voit plusieurs garages, que ce soit des garages de réparation d'automobiles ou simplement des garages des abris d'auto. On a une compagnie Reliable Motors Transport, qui est une compagnie d'entreprise de camionnage, et la station-service, qui est toujours là au sud-est de l'aire d'études. Le Faubourg Amnas. Le Faubourg Amnas, en fait, c'est le Faubourg Sainte-Marie. Mais cette dénomination-là apparaît à partir des années 1880, à une époque où il y a beaucoup de débarquements de barils, de tonneaux de mélasse qui se font sur les quais. Et cette mélasse-là est entreposée dans le secteur, donc il y a beaucoup d'odeurs de mélasse qui se manifestent dans l'aire d'études. La photo qu'on voit là, c'est une photo qui date de 1957. Le réservoir qui apparaît, il y en a aussi deux autres à l'arrière qu'on ne peut pas distinguer. Ces trois réservoirs qui ont été construits pour Imperial Molasses en 1955. Vers 2010, il y avait les trois principaux réservoirs, les trois plus grands, mais il y a d'autres citernes, d'autres réservoirs qui sont ajoutés. Puis finalement, l'ensemble a été démoli en 2012, préalablement au projet d'élargissement de la rue Notre-Dame. En 1963, il y a un relevé de l'intérieur intérieur et extérieur de chacun des bâtiments de l'aire d'études, en fait, de ce qu'on va appeler le secteur de Radio-Canada, c'est-à-dire non seulement le stationnement Papineau, mais aussi la tour, l'espace de la tour et le stationnement Wolfe. Tous ces bâtiments-là vont faire l'objet d'un relevé. Le fonctionnaire qu'on voit sur chacune des photos tient une liste de propriété, la liste des numéros de propriété. Les numéros, eux, correspondent à un plan d'expropriation qu'on va voir dans 2 ou 3 images. Chacune de ces, c'est juste une sélection, mais chacune de ces images-là, c'est un des bâtiments de l'aire d'études, c'est-à-dire du stationnement à Papineau. La station-service qui est au sud-est, la station-service White-Rose, l'hospice Sainte-Brigide, le plan d'expropriation en question qui s'étend sur toute la propriété de Radio-Canada et qui comprend les cercles
les cercles sur ce plan-là, c'est les numéros qui correspondent aux photographies qu'on a vues tout à l'heure. Bon, on assiste donc le faubourg Amnas à droite avec ce qui est en rouge, c'est des secteurs, des ensembles qui vont être démolis entre 1959 et 1964. C'est que l'administration municipale considère que ces ensembles-là sont des taudis. Puis il y a une volonté de modernisation et de rénovation urbaine qui existe à cette époque-là, quelques années avant Expo 67. Donc, le faubourg, en fait, la partie sud-ouest du faubourg Amnas, qui correspond, comme je le disais, au faubourg Sainte-Marie. La partie sud-ouest, les bâtiments vont être rasés. Même chose pour la partie centrale du Red Light et l'ensemble de Goose Village, qui est aussi Victoriatown. Une vue en 1964 où on a vu qu'à peu près tous les bâtiments étaient démolis dans le secteur de Radio-Canada, sauf l'Hospice Sainte-Brigide et la station-service. Mais les deux vont être démolis peu de temps après, dont ici l'Hospice Sainte-Brigide. La construction de Radio-Canada, en 65-66, il y a une pause sur le terrain, puis en 67, les travaux reprennent. On est en 68 avec la construction du basilaire et à l'est, le stationnement à Papineau. Donc, ça, c'était le cadre historique, ça fait un survol de l'histoire des lieux. Les études et interventions archéologiques antérieures, il y a eu quelques études de potentiel archéologique qui ont été faites jusqu'à maintenant, dont une qui a été faite pour la Ville de Montréal, qui comprend le secteur, qui comprend les propriétés de Radio-Canada, mais aussi les rues environnantes. La première est en 2013, plus récemment, en 2014, on a déposé une étude de potentiel archéologique de l'ensemble du faubourg Sainte-Marie, à l'exception du secteur de Radio-Canada. Et récemment, en 2016, il y a une étude qui a porté précisément sur le stationnement à Papineau. Les interventions archéologiques dans le secteur, il y en a eu beaucoup, il y en a eu quand même passablement, mais surtout dans l'axe du pont Jacques-Cartier. Sur la propriété de Radio-Canada, il n'y en avait jamais eu, donc non plus dans l'aire d'étude. Très rapidement, quelques-uns de ces sites-là, le cimetière civil protestant et militaire qui se trouve un peu au nord, à une certaine distance au nord de Radio-Canada. La seconde fabrique de pipe Bannerman qui se trouve sous le pont Jacques-Cartier, juste devant Molson. Et la Villa Woodbine, qui est à l'emplacement d'un parc aujourd'hui, le parc au coin de la rue Ontario et de Lorimier. Le potentiel archéologique. Le potentiel archéologique s'établit à partir du cadre historique que j'ai dressé. Ce cadre historique-là nous donne un aperçu des bâtiments qui ont pu laisser des vestiges architecturaux ou des endroits où il pourrait y avoir des couches d'occupation ou des témoins de culture matérielle, c'est-à-dire des artefacts, des écofacts. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est prendre en compte les principales perturbations du sous-sol, c'est-à-dire où il y a eu des excavations de masse. Il y en a eu pour la construction du basilaire, la base de la tour de Radio-Canada, il y en a eu dans l'axe, au moins jusque dans l'axe de l'avenue de la rue Alexandre-de-Sèvres, peut-être même un peu plus vers l'ouest. Il y a aussi une partie qui s'ajoute à cause de la rampe pour les camions. Autrement, il y a tous les réseaux d'aqueducs et d'égouts. L'électricité est belle, mais qui ont moins d'impact. Aqueducs et égouts, c'est quand même des tranchées profondes. C'est ce qui est illustré par tous les réseaux sur ce plan-là. Il y a aussi, mais ça, il y en a très peu, il y a quelques bâtiments qui comprenaient des caves. On les voit par le plan de 1954, mais il y en a seulement 3 ou 4 dans l'étude. Et enfin, il y a la station-service, qui n'est pas vraiment une perturbation en soi, mais qui est une altération du sol, parce que c'est à cause à cause de la contamination. Souvent, les parois vont suinter et les objets vont même être noircis. À partir donc des perturbations qui nous permettent d'éliminer certains secteurs, résultent les zones à potentiel archéologique, qui chacune a son caractère distinct. La zone 1A au nord-ouest, elle est marquée par la fonderie Monroe, la Dominion Metal Works qui est sa suite, et par l'Hospice Sainte-Brigide. Je ne ferai pas la nomenclature de chaque zone, les principales étant aussi la 2 à droite, avec l'ancienne fabrique de savon et de chandelles, et plus au sud, des occupations du deuxième quart du 19e siècle. Et dans la partie sud du terrain, l'ancienne maison, la maison du médecin Charles Blake, ainsi que d'autres habitations qui remontent à la première moitié du 19e siècle. Donc, à partir de ce potentiel archéologique-là, c'est là qu'on définit une stratégie d'intervention qui est composée en premier d'un inventaire, les tranchées en mauve. Une fois que ces tranchées-là sont positives, dans une deuxième phase, celles qui sont négatives, il n'y a pas de recherche supplémentaire. Celles qui sont positives, c'est-à-dire qui sont riches en artefacts ou en vestiges architecturaux ou en couches d'occupation, on va étendre plus grand. Dans ce cas-ci, ça correspond à des aires de décapage qu'on a ouvertes.
les fouilles se distinguent de l'inventaire seulement parce que c'est une plus grosse équipe qui fait c'est principalement un travail manuel de plus longue haleine. Et une fois que les fouilles sont terminées, qui est sur le point de se terminer, présentement, on est dans la partie sud du terrain. On termine les fouilles et on entreprend là, parallèlement un décapage. Ce qui est particulier, ce qu'on fait plus souvent en archéologie, toutes ces zones-là vont être décapées sur une profondeur d'environ 1 mètre maximum pour simplement aller voir ce qu'on peut voir comme vestiges architecturaux, puis éventuellement aller faire des fouilles d'urgence si on trouve des latrines, des puits ou d'autres installations du genre. Par la suite, la dernière intervention qu'on va faire, ça va être la surveillance archéologique. À ce moment-là, on accompagne l'excavateur lors de ses travaux d'excavation qui vont, il y en a pour quelques mois. Donc, on est là, il va occuper 2 à 4 pelles, fait il y aura 2 à 4 archéologues qui vont le suivre partout dans les zones à potentiel archéologique, et non pas à l'extérieur de ces zones-là qui, elles, n'ont pas de valeur, n'ont pas d'intérêt archéologique. Donc, Mathieu va maintenant vous présenter les résultats de toutes ces interventions-là. Donc, voilà, les résultats, bien, on n'a pas eu le choix. Pour aller chercher ces ressources archéologiques-là, il fallait utiliser des moyens mécaniques. C'est un stationnement, c'est asphalté. Comme Martin l'a un peu décrit, je vais peut-être parler de 3 types d'interventions, ce qui est la surveillance ou supervision, ce qui est plus un accompagnement de la machinerie, de l'entrepreneur. On prend les notes à la volée, si on veut, là. Par rapport à un inventaire où on va vérifier s'il y a présence de ressources archéologiques par des tranchées, des sondages qu'on réalise. Et enfin, la fouille, c'est ça. On agrandit, on va chercher davantage d'informations. C'est souvent l'étape qui est la plus longue. Donc, ça a commencé à l'été 2016 par l'opération 1. C'était donc une surveillance de tranchées environnementales dans le cadre de l'appel d'offres, je pense, pour la maison. C'est des petites tranchées qui ont été réalisées dans cette partie-là du terrain. Puis déjà, on a été en mesure de trouver quelques murs de maçonnerie et même des couches d'occupation qui ont pu être identifiées. Alors, ça prenait un peu cette apparence-là. À l'automne 2016, c'est donc l'opération 2 et 3, les opérations 2 et 3. Donc, c'était notre première phase qui débutait de la stratégie d'intervention. C'était donc l'inventaire qui débutait, la réalisation de 4 tranchées qui ont surtout été réalisées au nord-est et partie sud. Dans la tranchée 2A, au nord-est, il y a le mur de la savonnerie, le mur ouest qui a été trouvé. Et dans sa partie sud, on pouvait voir le coin sud-ouest de cette savonnerie, avec un aménagement de briques qui, à ce moment-là, on pensait que c'était un dallage, mais qui s'est avéré plus tard être une espèce de base de cheminée ou base d'une machinerie ou de cuve, si on veut. Tout juste à l'ouest, il y avait le coin nord-est d'un bâtiment qui est un peu plus récent, qui apparaît sur les plans, c'est ça, plus récent, et puis qui est démoli probablement à la grande expropriation là, en 1963. Tout juste au sud, il y avait la tranchée 2B qui a permis de mettre au jour une fondation de pierre, si on veut, d'une dépendance. Et le coin sud-ouest de bâtiments qui ont front sur Papineau, des résidences, des habitations. Alors, une meilleure vue ici de ce coin-là. Sinon, le reste de la tranchée est pas mal en arrière-cour, là, si on veut, là, de ces bâtiments-là. Au sud, l'excavation de la tranchée a permis de trouver un petit complexe immobilier, une petite maison qui était cernée par des murs de pierre, dont le mur est semble avoir été modernisé, donc avec un plaquage de béton. Au sud de ça, on a pu trouver des latrines. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est des latrines, c'est des toilettes de l'époque. Avant la mise en place des grands réseaux d'aqueducs et d'égouts, c'est à ces endroits-là où on... Oui, voilà. Alors, on l'a fouillé. Ça se présente souvent comme une caisse en bois ou peut-être des fois souvent un baril qui est enfoui. Là, ici, on a la ligne de bois du baril, des sols organiques, bien sûr, à l'intérieur. Et c'est rempli d'artefacts. C'est souvent le jackpot des archéologues parce qu'on retrouve l'ensemble si on veut, des témoins de culture matérielle de la vie courante. Tout ce qu'on brise, on l'envoie souvent là.
et en plus de renseigner sur ce qui était mangé, des ossements. C'est la mine d'or. Alors, on a connu toutes les conditions possibles, ce qui nous a mené, bien, en fait, l'inventaire s'est terminé à l'automne, mais ça nous a mené à l'hiver 2017 pour la deuxième phase, qui était donc les opérations 4 et 5. Alors, on poursuivait l'inventaire et déjà des aires de fouilles étaient ouvertes. Alors, c'était la tranchée de l'inventaire, ici au nord-ouest, et 2 aires de fouilles qui ont été ouvertes. On remarque au sud, on retournait déjà redocumenter davantage c'est à cet emplacement-là où on avait le petit complexe immobilier qui a été trouvé à l'automne. Donc, au nord-ouest, les tranchées 4B et 4D ont permis de révéler le coin nord-est de la moulin à scie Monroe, qui est ici. Et de même, à l'intérieur, il y avait ce qui serait une base d'une citerne, une base d'une fournaise, si on veut. Il faut voir là, c'est une chambre de combustion, donc on y accédait par l'autre côté. Puis au-dessus de ça, il devait y avoir une espèce de cuve où finalement on pouvait produire la vapeur, là, où il y avait de l'eau. Au sud de ça, il y avait des conduites qui permettaient de canaliser la fumée, probablement vers les cheminées, fumée et chaleur. Et bien, c'est ça pour ça. L'aire de fouille 4C a permis de révéler le mur de l'hospice, le mur ouest, et une énigmatique bande fontaine qu'on a peut-être déjà vue à la télé, dont la base se trouvait à 1,5 mètre de profond. Donc, qui est peut-être contemporaine avec l'hospice, mais probablement antérieure, à moins que peut-être elle se trouvait sous l'escalier de cet hospice-là. On voit sur les photos qu'il y avait une petite ouverture, ce qui ne serait pas vraiment pratique. L'aire de fouille 4E au sud a permis de, comme je disais, aller chercher davantage d'informations. Notre sondage dans les latrines avait été réalisé à cet endroit-là. C'était donc un gros baril d'environ 1 mètre de diamètre. Il y a 2 autres barils qui ont été mis au jour. Ça a permis donc d'aller documenter davantage les murs est et ouest de cette habitation-là. On n'avait pas les limites nord et sud. Il faut dire qu'il y a des services des égouts qui nous empêchaient d'aller voir. Donc, probablement, c'est déjà déstructuré. Il y a une fouille qui a pu être faite aussi à l'intérieur du bâtiment, la partie qui reste, parce qu'en fait, il y a une cave en béton qui a été aménagée en partie est. Alors, c'est l'aspect d'un baril, donc des latrines. Dans ça, bien, c'est ça. Il y a eu nombreux artefacts qui ont été trouvés. Vous pourrez voir aussi, après la présentation, ici, dans la salle, d'autres éléments. Donc, on a, c'est ça, des éléments de la vie quotidienne. Ceux-là provenaient du sondage fait à l'automne. Des ossements, du verre varié. Et ici, on a un aspect de ce qui était la fouille à l'intérieur du bâtiment. Donc, c'est ça, on était à l'hiver, c'était relativement froid. Mais quand on s'installait pour de bon, on avait des abris qui nous permettaient de travailler à notre convenance. Le mur ouest de la maison, ainsi que le mur est, c'est ce mur-là qui a été... il semble y avoir une descente de cave qui a été aménagée probablement au cours du 20e siècle. Donc, cette maison-là, selon nous, est déjà présente sur le plan de 1825 de Adams. C'est un peu déphasé, mais c'est probablement elle, ici, dans laquelle on se trouvait. Sur le plan de 1873, elle est toujours présente, en partie sud de l'aire d'études. Et même en 1954, on la retrouve toujours, un peu dans des formes différentes. Sur le plan de 1963, à l'ordre de l'expropriation, il n'y a plus rien. Donc, elle a été déjà démolie. Ça nous amène au printemps 2017, la phase 3, qui sont les opérations 6, 7 et 8. C'était donc la fin de l'inventaire, la fin de la réalisation des tranchées. Et il fallait aussi compléter les aires de fouille. Donc, les tranchées résiduelles étaient celles-ci et les aires de fouille un peu réparties dans l'ensemble de l'aire d'études. Pour ce qui est des tranchées d'inventaire, la tranchée 6B a révélé des murs de maçonnerie et murs de béton. On se trouvait donc à cheval sur des limites de l'eau et dans des espaces entre les bâtiments. Cette tranchée-là avait aussi comme objectif d'aller chercher le tracé de la rivière Saint-Martin.
Ce qu'on n'a pas vraiment trouvé, on a trouvé quand même des remblais assez importants de sol organique qui pourraient être le comblement de cette rivière-là, mais sans plus. Possible d'en dire davantage. L'aire de fouille 7A au coin nord-ouest a permis d'agrandir dans l'emplacement du moulin à scie Monroe. Il y a une deuxième base de chaudière qui a été trouvée, laquelle est faite en béton et de briques réfractaires. Le mur de l'aile nord-est de l'hospice a également été identifié et un petit mur de refend ici. Donc, à gauche, on a une bonne image de cette base de chaudière. Et en partie supérieure, c'est à cet endroit-là où devait reposer une cuve de métal qui probablement a été recyclée, réutilisée lors de la démolition. C'est le moulin à scie qu'on voit sur le plan de 1879 de Hopkins. Nous étions dans la partie qui est en rouge, donc qui était probablement faite de briques. C'est donc, si on veut, le cœur ou la salle des machines de l'industrie. Sur le plan de gauche de 1890, on peut voir que lorsqu'il est superposé, où on se trouve, c'est donc la partie nord. C'est maintenant, à ce moment-là, le Dominion Metal Works. Martin avait montré cette photo. Donc, on est à gauche, dans la partie où il y a les grandes cheminées. Et c'est donc là où est produit la vapeur. Le plan de 1954 montre l'hospice, les murs qui ont été trouvés en lien avec ça, qui ont entraîné passablement de perturbations et réduisant, entre autres, le potentiel préhistorique que j'avais mentionné au départ. Cet hospice-là, on l'a vu. L'aire de fouille 7B au coin nord-est a permis de trouver d'autres murs en lien avec les habitations qui ont front sur Papineau. C'est donc des complexes résidentiels. Le mur ouest, trouvé à l'automne, le mur ouest de la savonnerie, Chandelier, était présent là. On a pu trouver son mur sud, le coin sud-est, et deux murs de refend à l'intérieur qui produisent donc deux aires d'occupation à l'intérieur qui ont été fouillées. Au coin sud-ouest, on voit l'espèce de base de briques qui correspond peut-être à la cheminée de l'industrie. Donc ça, c'est le mur ouest des habitations qui ont fond sur Papineau. Et tout juste à l'ouest, on avait des barils qui ont été tronqués par une tranchée, mais ces barils étaient comblés d'une poudre blanche qui pourrait être de la soude ou de la potasse. Ce qui demeure un mystère encore, c'est qu'ils n'ont pas été analysés, mais au cours de l'hiver, ça va être probablement fait. On va avoir un peu plus une bonne idée de ce qui se trouvait dans ça. Alors, voici l'intérieur de la savonnerie Chandelier. On a le coin sud-est de cette bâtisse-là avec un tas de charbon qui était en place, un tas de charbon minéral. Le coin opposé, c'est la structure en briques, la base de cheminée, probable. Et deux aires d'occupation, dont la partie à l'est plus basse a révélé la présence de planchers de bois en mauvais état, décomposés, mais quand même tout là, qui a fait l'objet d'une fouille quasi complète. Donc, on se trouve ici dans la savonnerie sur le plan de 1879. Le plan de Gaude de 1890, c'est intéressant car il montre une séparation. Donc, on se trouve donc en partie sud. Le mur nord qu'on avait était donc un mur de refend, ce qui est donc un mur séparateur. On est donc peut-être encore dans la salle des machines, si on veut. Les travaux en cours de la phase 3, eh bien, on a toujours des deux tranchées d'inventaire qui viennent d'être réalisées, mais qui ont révélé des sols naturels perturbés, si on veut, très peu de vestiges, très peu de murs de maçonnerie, des tuyaux d'égout. Les résultats sont pas... On voulait des contextes un peu, des contextes d'occupation du 19e siècle qui ne sont pas vraiment au rendez-vous. On a l'aire de fouille aussi qui avait pour but de trouver la maison de Charles Blake. Elle vient d'être complétée. On a un bâtiment qui serait multifamilial que je voyais sur le plan d'utilisation du territoire. C'est une maison, on a une fondation qui daterait du 20e siècle, mais ce n'est pas la maison de Blake. La maison de Blake semble absente. On a certaines couches qui nous donnent des artefacts du début du 19e siècle, mais sans plus.
Et le décapage est commencé, le décapage archéologique de l'ensemble de la zone à potentiel. On vient de débuter ça. Il y a plusieurs latrines qui ont de l'air d'être au rendez-vous, des fosses à déchets. On est en ce moment même en train de les expertiser. Alors, quelques artefacts en vrac qui ont été, si on veut, mis au jour, des boutons. La plupart sont présents sur la table ici, dans la salle. Donc, ça faisait pas mal le tour des travaux qui ont été réalisés, des résultats. Merci beaucoup, Martin et Mathieu. Maintenant, en fait, notre défi à nous, à Radio-Canada, ça va être de voir comment on peut mettre en valeur, on peut se commémorer, si on veut, le souvenir de ce site-là. D'ailleurs, on a déjà commencé à se poser la question, vous vous souvenez des fours dont... C'est moi qui frotte, je ne sais pas trop. Arrêtez de frotter. OK. Les deux fours dont Mathieu vous a parlé qui servaient à alimenter en vapeur le moulin Monroe, comme ces fours-là allaient être détruits quand on va commencer l'excavation, et c'était presque impossible de les retirer de là sans les briser, essentiellement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un relevé 3D, dans le fond, de faire un scan 3D de ces fours-là pour pouvoir en garder un certain souvenir. Puis on utilisera éventuellement ces images-là qui ont été captées pour faire une mise en valeur de ce qu'était le moulin assis à l'époque. Donc, je peux peut-être vous montrer de quoi ça a l'air. On a un petit extrait ici de quelques secondes. Voilà. Alors, ça clôt la présentation d'aujourd'hui. Par ailleurs, si vous avez des questions, ça nous fera plaisir, en fait, à Martin surtout et à Mathieu. C'est eux les experts d'y répondre. Donc, voilà. Martin, Mathieu. Oui. Très bien. Parce qu'en fait, c'est pas le boulevard Maisonneuve. C'est la rue Maisonneuve qui correspond à Alexandre de Sèvres. Je ne me trompe pas, c'était Sydenham dans un premier temps. Par la suite, c'est devenu Maisonneuve et finalement Alexandre de Sèvres. Oui. On voit beaucoup de choses dans vos excavations et dans d'autres aussi, où est-ce qu'on dirait que ce qui était excavé était autrefois au niveau du sol. Est-ce que tout ce qu'on voit, c'est vraiment sous le niveau de la terre, ou si c'est qu'il y a eu du remplissage ou tout ça? Oui, il y a eu du remblai. Il y a eu un premier remblai dans les années 60, 1963. On a toujours une première couche d'environ presque 60 cm qui recouvre le tout. On a même des niveaux d'asphalte enfouis qui correspondent au niveau de rue ou au niveau de stationnement du faubourg Annelas. Mais donc, on doit absolument descendre jusqu'au sol naturel où là, on voit les maçonneries, les vestiges. C'est davantage pour les occupations plus anciennes, donc du 19e siècle. Est-ce que c'était pratique courante de toujours remblayer avant de construire? Je pense que oui, c'est pratique, là, surtout quand on démolit un bâtiment, de remplir le vide sanitaire. C'est habituellement ça lorsqu'on a des forages, il y a plusieurs forages qui ont été faits dans le stationnement ici. Et puis, lorsqu'on a le sol naturel se trouve à 3 mètres ou 2 mètres de creux, c'est habituellement parce qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment. Lorsque c'est pas trop remblayé, là, mais sinon, on trouve le sol naturel beaucoup moins bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir présentement dans le stationnement, mais c'est ça. À moins d'1 mètre, on est rendu sur le sol.
Oui, madame en arrière. Prenez le micro parce que je pense que les gens qui nous écoutent en web diffusion, je pense que n'entendent pas la question si on n'a pas le micro. Merci pour la présentation. Je veux savoir, actuellement, l'artefact ou le muret le plus ancien que vous avez trouvé, c'est lequel finalement? Qui date de quand? On n'a pas de... Bon, le- c'est probablement la maisonnée, le complexe immobilier, qu'on voit que le bâtiment est présent en 1825, donc il est construit un peu avant. Il y a, une des latrines, oui, il faut dire, qui a révélé les artefacts de 1820 à 1840. Là. Ça, c'est nos plus anciens. J'en profite pour poser une deuxième question. J'ai le micro. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Là, il va y avoir l'excavation pour le nouveau building. Si vous trouvez autre chose lors de votre surveillance, ils arrêtent la construction puis on recommence le processus? Non, non, non. On entre peut-être en contexte de fouille de sauvetage, si on veut. On accompagne l'excavateur. On a une banque d'heures aussi pour l'arrêter, pour documenter ce qu'on trouve. Et puis, bien, par après, si c'est une découverte exceptionnelle, il pourrait y avoir des changements dans les plans, mais on n'est pas rendu là, pour l'instant. Pour l'instant, on gère les ressources archéologiques qu'on trouve. Je pense qu'il y avait quelqu'un à l'avant, la même question. Oui, on a trouvé des ossements humains. Ça s'explique comment? C'est pas des ossements humains, C'est des ossements de... des ossements animaux. OK, pas de cimetière. C'est la seule Non, raison non, pour non, laquelle on arrêterait les travaux. On avait une éventuellement. photo d'une sépulture, c'était le cimetière au Parc des vétérans, dans la courbe du pont, Jacques-Cartier. Oups. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Vous attendiez, ou Radio-Canada, en gros, s'attendait à ce qu'on retrouve des sites archéologiques de la sorte. Est-ce que ça a retardé le début des travaux à Radio-Canada? Non, non, non. Déjà, en débutant à l'automne, on a pu débuter nos phases. C'est sûr que là, on aurait aimé être un peu plus en avance sur... on aurait aimé avoir toutes les étapes d'inventaire et de fouilles de compléter avant que l'excavation débute de la part de Roxborough. Mais il y a eu la grève, il y a eu des difficultés au début. Il fallait en plus travailler avec les voitures qui étaient sur place. Mais la dernière ère de fouille se termine présentement. Donc, on peut dire qu'on est dans les temps. Puis pour nos interventions préalables, on peut dire que ça a été fait avant que l'excavation de masse débute. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux sont prévus pour débuter au mois d'août. En ce moment, ce qu'on fait, c'est vraiment des travaux préparatoires. Donc, on n'est pas du tout en retard dans le début des travaux. Comme disait Mathieu, l'excavation de masse est plutôt prévue pour le mois d'août, peut-être même septembre. Donc, voilà. Est-ce que vous avez eu de belles surprises et ou des déceptions? Bien, mais pour la maison, le complexe immobilier qui est présent au sud, moi, je l'ai trouvé très intéressant. De voir que tout est pas mal en place, tout ce qui est du potentiel industriel, autant au nord-est qu'au nord-ouest, je suis aussi surpris. Déjà, on croyait que l'hospice allait avoir, quoique l'hospice n'avait pas de cave, mais juste la construction de l'hospice, on pensait que ça allait avoir fait beaucoup plus de perturbations, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a des tranchées, les murs ont été placés, mais partout ce qui est alentour, on a nos occupations du 19e. Tu es peut-être déçu de ne pas avoir trouvé la rivière Saint-Martin. Oui, mais c'est pas fini, hein? Pourquoi tout le monde veut trouver cette rivière-là? Est-ce que ça vous apporte? Bien, ça confirme un peu ce qu'il y a sur les plans anciens, c'est de voir un peu son tracé. Sinon, c'est le potentiel aussi préhistorique qui est associé à ça, là. Il y a également le fait que sûrement que la rivière a été transformée en dépotoir. C'est-à-dire qu'on va devoir demander aux gens, au même titre que quand on construit un quai, le constructeur d'un quai demande aux gens de venir jeter carrément le cochonnerie, le vidange. Fait que dans le cas de la rivière, on suppose que ça a été comblé, oui, avec du sol, mais aussi que les gens, parce que à ce moment-là, en 1830, commence à avoir une certaine densité sur le terrain. Fait qu'on suppose que ça a pu servir de dépotoir, donc une belle collecte de culture matérielle en vie.
Je me demandais, l'histoire de la réglementation, quand quelqu'un construit comme ça, est-ce que c'est de la part de la ville ou du gouvernement? Est-ce qu'il y a des règlements applicables? On est sur une propriété fédérale, donc c'est une directive. Dans ce cas-là, c'est une directive qui date de 1990 qui demande au gouvernement fédéral de prendre en compte le patrimoine archéologique lors de ses travaux. Ce n'est pas une loi, comme au niveau de la loi sur le patrimoine culturel en ce qui concerne le provincial, mais la Radio-Canada, dans ce cas-là, s'est montré un excellent citoyen corporatif en allant en amont pour justement de faire en sorte qu'on puisse récolter les données. Quand le terrain sera vendu, à ce moment-là, ça va relever, vu que ça va être vendu à un promoteur privé, ça va relever du provincial, c'est-à-dire que ça va relever de la loi sur le patrimoine culturel. À ce moment-là, ça ne change pas du tout nos pratiques. De toute façon, on ne changera pas notre façon d'intervenir, mais ça va être précédé. Il y a un permis qui accompagne à ce moment-là cette intervention-là, ce qui va être demandé incessamment, de façon à ce que ce permis-là puisse être délivré dans les prochaines semaines et qu'on puisse, à partir comme Emmanuel disait tantôt, à partir du mois d'août, on devrait tomber dans des excavations de masse. Fait que ces excavations-là vont relever du provincial, mais les méthodes d'intervention, ça va être la même équipe, les méthodes d'intervention vont rester les mêmes. Mais effectivement, c'est régi par soit les directives, soit des lois. Et la loi sur le patrimoine culturel comprend le règlement sur la recherche archéologique qui nous encadre, qui encadre notre pratique et qui fait en sorte qu'on dépose, en bout de ligne, les rapports qu'on va déposer sont publics. Après un certain nombre de mois qui sont confidentiels, par la suite, ils sont publics, ils sont accessibles. Et Martin, l'implication de la Ville dans ça? L'implication de la Ville, elle a été là au niveau de la consultation. La consultation avec l'Office de consultation. Là, c'est là qu'on a déposé, nous, Ethnoscope, la première étude, l'étude qui tenait compte non seulement du terrain de Radio-Canada, mais aussi des rues environnantes. Ça, on l'a fait pour la Ville de Montréal. Cette étape-là était donc réalisée avec la Ville de Montréal. Elle est encore impliquée, la Ville, avec le comité de coordination. Il y a encore un suivi qui se fait avec la Ville, avec le ministère de la Culture et évidemment avec les gens de Radio-Canada. Mais la Ville, si ça avait été à Montréal, en général au Québec, le ministère de la Culture et des Communications, quand c'est des terrains privés, laisse la gestion, la gérance, si c'est à Montréal, à la Ville de Montréal, à Québec, à la Ville de Québec. Les autres villes, en général, n'ont pas ces structures-là. Par contre, ici, vu que c'est le domaine public, c'est plus le ministère qui est impliqué, puis qui va l'être encore plus au moment où ça deviendra un terrain. Là, ça sera privé. Là, la Ville aussi, elle va l'être autant qu'elle l'est actuellement, mais c'est plus le ministère qui va prendre le relais. Mais Radio-Canada va demeurer également impliqué de toute façon. Là. Est-ce que... Oui, en arrière. Il arrive quoi avec les structures que vous avez trouvées comme la Bonne Fontaine, je pense, les murets? Il va être emblayé, il va être détruit avec le nouveau Radio-Canada? C'est pour cette raison-là qu'on a parfois des étapes de mise en valeur. C'est que l'excavation, comme Martin le montrait au départ, descend à 7 mètres de creux, du moins tout dans le 2/3 nord du terrain. Et donc, nous, on procède à nos enregistrements. C'est photographié, localisé, mais par la suite, effectivement, on remblayait parce qu'on était à des étapes initiales du projet, mais ça va être finalement excavé à la toute fin. C'est un peu dommage que vous n'auriez pas pu faire comme le musée Pointe-à-Calière, où on a le moderne au niveau de la rue, mais on peut descendre puis voir les vestiges de ce qui était là avant. C'est pas quelque chose qui est brocolini tout vert, intégré dans leur plan? En fait, malheureusement, c'est que la portion qui va être excavée vraiment beaucoup, c'est la portion qui va servir de stationnement pour les autos et la flotte corporative. Donc, malheureusement, ça va être assez difficile d'aménager des artefacts à ce niveau-là. L'autre portion qui va être plus au niveau qui est plus, il faut que je me localise, là, qui est plus du côté sud, en fait, de la propriété, elle va être au niveau, en fait, c'est tout le centre d'équipement technique va être moins excavé. Mais en fait, cette portion-là, il va y avoir une dalle de béton, va être emblayée, mais c'est pas à ce niveau-là, je pense, de toute façon, que les découvertes les plus intéressantes ont été faites. C'est vraiment plus du côté nord. Donc, vous avez parlé du sol naturel à un moment donné.
C'est basé à partir de quoi, ça? Ça date de quoi, 200 ans, peut-être? Je ne sais pas. Ah non, c'est mis en place par les événements post-glaciaires. Oui, oui. Oui, c'est... En dessous de ça, on pourrait retrouver des... Ben, normalement, c'est... si on descend... Des fossiles, je ne sais pas. Oh, ben, fossiles, peut-être, mais on a quand même eu une glaciation ici qui est quand même un bon effaçage de toute trace. Puis par la suite, les événements que j'ai décrits au départ, la mer de Champlain, le proto-Saint-Laurent, c'est ces événements-là qui mettent en place, si on veut, les sols qui sont là, qui viennent accueillir les premières occupations. C'est donc ces sols-là qu'on cherche, mais souvent la surface de ce sol-là. Puis c'est naturel, c'est là qu'il y aurait eu les premiers habitants, les premiers Oui, ben colons. oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on est à la fin de notre présentation. On va arrêter ici pour les questions. Puis on vous remercie beaucoup d'être venus. C'était vraiment très gentil.